Bonjour, je suis à nouveau Jean-Michel Fauconnier et je vais enregistrer aujourd'hui une vidéo concernant les procédures de sauvegarde des entreprises en difficulté. Alors, c'est l'étape 2 de la formation et nous allons passer par un certain nombre de modules et décrire le contenu de ces modules procédure par procédure. Alors, la première procédure qu'on va passer en revue, c'est la procédure de sauvegarde. Alors, la procédure de sauvegarde est une procédure qu'on va pouvoir déclencher dans le cas d'une difficulté avérée, mais avec une condition, c'est qu'il ne faudra pas que l'entreprise soit en cessation de paiement. C'est-à-dire qu'il faut déclencher cette procédure au moment où effectivement cette condition éventuellement est proche, mais n'est pas encore effective. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectivement s'adresser là au tribunal de commerce, parce que c'est une procédure collective. Et cette procédure collective va permettre, suivant bien entendu les conditions et suivant un jugement qui va être effectif du tribunal de commerce, de bloquer, geler, le terme est plus précis, les dettes de cette entreprise sur une durée qui va aller jusqu'à 10 ans, exactement comme si on était dans d'autres procédures qu'on verra plus tard de redressement ou de redressement pour être très précis. Alors, comment faire pour que cette ouverture de procédure de sauvegarde soit effective? C'est effectivement, il va falloir demander au tribunal de commerce de bénéficier de cette procédure. C'est-à-dire que le dirigeant, son représentant légal, va déclencher auprès du greffe du tribunal cette demande. Donc, il va bien entendu avoir à remplir un dossier qui va déterminer la nature des difficultés, les raisons pour lesquelles il n'est pas à même de les surmonter, et surtout, être capable de montrer qu'il va être dans une optique de redressement possible. C'est-à-dire que le fait de geler ses dettes pendant 10 ans, de les étaler, bien entendu, sur 10 ans, va lui permettre de surmonter cette difficulté tout en continuant, bien entendu, à réaliser, je dirais, ces opérations, donc continuer à faire vivre son entreprise. Alors, il faudra bien entendu remplir toutes ces informations, je dirais, de situation de trésorerie et autres, mais ça, c'est la constitution du dossier normal. Et bien entendu, le tribunal de commerce va se prononcer sur l'ouverture de cette procédure en ayant entendu le débiteur. Et les représentants du comité d'entreprise, s'il y en a, ou des délégués du personnel, s'il y en a dans une entreprise qui a du personnel. Alors, la présence du ministère public est obligatoire pour l'ouverture de cette procédure, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui est complètement officialisé. Alors, le tribunal de commerce va statuer. Si effectivement il décide que la procédure de sauvegarde est acceptable, il va désigner un mandataire judiciaire et un juge commissaire, ce qu'on appelle un juge commissaire aux comptes. Et les deux vont surveiller le débiteur dans sa gestion et l'aider, bien entendu, dans les quelques mois, je dirais, qui vont suivre le début de cette procédure de sauvegarde. Alors, cette procédure de sauvegarde va faire l'objet quand même d'une publication, c'est-à-dire qu'effectivement, les créanciers seront forcément prévenus et il y aura une publication dans un journal et une publication, ce qu'on appelle l'officiel, au BODAC. Alors, une période d'observation donc va s'ouvrir. Cette période d'observation dure pour la première 6 mois et on peut la renouveler une fois. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout de 6 mois, on va rappeler le dirigeant, on va faire un point avec le mandataire et le dirigeant
et on va déterminer si on a besoin de continuer encore une période d'observation de 6 mois ou si on va faire ce qu'on appelle l'apuration du plan. Alors, si l'apuration du plan se fait, à partir de ce moment-là, le dirigeant va continuer, je dirais, sa gestion sans avoir une tutelle du mandataire judiciaire et va poursuivre, je dirais, son redressement, pas redressement parce que ce n'est pas le terme, mais sa sauvegarde, jusqu'à, je dirais, au bout. Alors, bien entendu, la sauvegarde peut aller jusqu'à une durée de 10 ans, mais il pourrait à tout moment, je dirais, s'il est capable de rembourser ses dettes par anticipation, de mettre fin à cette période de sauvegarde. Alors, qu'est-ce qui peut se passer quand effectivement on est dans une période de sauvegarde? On peut, je dirais, tenter de vendre l'entreprise, mais on va bloquer forcément, je dirais, cette vente parce que, bien entendu, il va falloir garantir que l'ensemble des dettes qui couraient à cet instant-là seront bien payées par le repreneur. Donc, pour le moment, dans cette période de sauvegarde, l'entreprise ne peut pas être vendue, mais on peut bien entendu avoir des garanties du repreneur, et si ces garanties sont suffisantes, il suffit à ce moment-là de mettre fin à la procédure de sauvegarde et l'entreprise pourrait être vendue. Alors, les contrats en cours, les contrats, bien entendu, en cours sont maintenus, c'est-à-dire que le dirigeant qui avait des chantiers en cours, il peut les exécuter. Alors, si par contre, un contrat peut mettre, je dirais, en difficulté, un contrat signé peut mettre en difficulté l'entreprise, il y a la possibilité de résilier ce contrat par l'intermédiaire de l'administrateur judiciaire. Alors, c'est des choses un petit peu délicates, mais sachez que ça peut arriver. Voilà. Alors, quand cette procédure est démarrée, il y a bien entendu l'interdiction de payer toutes les créances nées avant cette décision de justice, puisque de toute façon, ces créances vont être étalées sur une période de 10 ans dans ce qu'on appelle le plan d'appurement. Donc, toutes les créances avant sont complètement gelées. La plupart du temps, d'ailleurs, on demande aux dirigeants de changer de banque, d'ouvrir un autre compte bancaire pour justement bloquer l'ancien compte bancaire pour qu'il n'y ait plus aucun mouvement sur ce compte. Alors, le sort des créanciers, je dirais, est pris en compte par le commissaire aux comptes. Et puis, on établit bien entendu la liste des créances. On les rentre dans le plan dit d'appurement. Et les créanciers doivent faire connaître effectivement leurs créances à l'administrateur. Si on oublie une créance, ça crée quelques troubles quelquefois, je dirais. Donc, il faut faire très attention, je dirais, pour quand on est créancier de ce type d'entreprise, de bien les déclarer. Alors, l'administration fiscale, les organismes sont également, je dirais, dans le plan. Donc, les dettes d'État vont être étalées, même chose sur 10 ans. C'est exactement la même procédure que pour les dettes qui seraient contractées auprès d'un fournisseur. Alors, les créances postérieures, bien entendu, au jugement de la procédure, les créances sont traitées normalement. On est dans la gestion normale de l'entreprise après la date effective du jugement de cette procédure. Alors, il y a la possibilité également, sous certaines conditions, quand il n'y a effectivement moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 20 salariés, de passer par une procédure de sauvegarde dite simplifiée. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on n'a pas la même lourdeur administrative. La période d'observation est une durée maximale de 6 mois, renouvelable possiblement, mais pas de manière automatique. Et
on a, je dirais, une simplification de la gestion du mandataire et il y a également la possibilité de faire valider les comptes par un commissaire aux comptes et de demander au tribunal de désigner un expert pour le réaliser. Alors, c'est un petit peu, je dirais, une simplification de la procédure. La durée maximum est toujours, je dirais, au maximum de 10 ans. Et puis, il y aura toujours un arrêt du plan de sauvegarde au bout de 6 mois, si effectivement, après la période d'observation, tout va bien. Donc, sur le site, vous avez la possibilité, bien entendu, d'aller voir comment on peut demander cette ouverture de procédure. Donc, ça se passe, je dirais, par l'intermédiaire d'une demande auprès du tribunal de commerce. La procédure est inscrite ici dans ce site. Il y a effectivement le contenu de la demande qui doit être bien rempli avec un certain nombre, je dirais, d'informations. Donc voilà, c'est tout à fait, je dirais, c'est tout à fait simple de gérer cette procédure dite de sauvegarde. Alors, l'intérêt de cette procédure de sauvegarde et de son déroulement, c'est qu'effectivement, elle va ressembler étrangement aux procédures de redressement judiciaire parce que les durées vont être similaires. Donc, quand on est dans une procédure de sauvegarde, on anticipe un petit peu, je dirais, ce que vous allez rencontrer sur des procédures de redressement judiciaire pour les gens qui accompagnent ces entreprises. Alors, il est toujours préférable, je dirais, de passer par une procédure de sauvegarde plutôt qu'une procédure de redressement judiciaire, mais sachez qu'effectivement, la procédure de sauvegarde ne sera acceptée que dans le cas où effectivement on n'est pas encore en cessation de paiement. Si on est en cessation de paiement déclarée, on n'aura pas la possibilité de bénéficier de la procédure de sauvegarde et il faudra passer directement sur une procédure de redressement judiciaire. Donc voilà le premier chapitre de cette formation sur les procédures. Donc on va passer maintenant au mandat ad hoc, qui est une autre procédure et qui s'exécute, je dirais, dans d'autres domaines et surtout sur une forme un petit peu différente. Donc, on va passer sur mandat ad hoc. Alors, le mandat ad hoc, c'est une procédure qui s'ouvre aux entreprises qui sont également en dehors d'une cessation de paiement, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas bénéficier d'un mandataire ad hoc quand on est déjà en situation de cessation de paiement. Alors, les entreprises, c'est bien entendu toutes les entreprises qui peuvent demander au tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc. Alors, son intervention sera demandée au président du tribunal de commerce par le dirigeant de la société, qu'elle soit commerciale ou artisanale, et au président du tribunal de grande instance dans les autres cas. Alors effectivement, quand ce sont des professions libérales, ce n'est pas le tribunal de commerce qui statue, mais le tribunal de grande instance. C'est la seule différenciation, mais la procédure est exactement la même. Alors le contrat avec un mandataire ad hoc est payant, il faut le savoir. Donc il faut bien évaluer, je dirais, le coût de ce mandataire ad hoc. Alors c'est quelqu'un qui va effectivement être désigné. Il sera désigné en toute confidentialité. On ne va absolument pas faire de publicité du fait qu'une entreprise est sous mandat ad hoc par rapport à toutes les procédures dites de sauvegarde et redressement, puis bien entendu de liquidation. Alors, il faut bien entendu que ce mandataire ad hoc, qui est, entre guillemets, une personne comme vous et moi, on pourrait être mandataire ad hoc. Alors, bien entendu, il faut avoir des compétences juridiques et des compétences en gestion non négligeables, mais on pourrait l'être. Ce n'est pas du tout, je dirais, une personne liée avec la juridiction du tribunal de commerce. On n'a pas besoin d'être assermenté, entre guillemets. Alors, d'ailleurs, le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc, c'est-à-dire que l'entreprise peut dire, bah, écoutez, je souhaiterais avoir monsieur Untel comme mandataire ad hoc pour mon affaire.
Et à ce moment-là, le tribunal de commerce peut décider qu'effectivement cette personne sera la bonne personne, mais peut également désigner un autre mandataire ad hoc. Il y a des gens qui font ce travail-là, entre guillemets, où ils sont un tout petit peu rémunérés, je dirais, par le tribunal de commerce, mais la procédure, par contre, est rémunérée également par le dirigeant qui sollicite ce mandataire ad hoc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est 1 500 € à peu près, et 3 000 € pour une entreprise un petit peu plus conséquente. Alors, la mission du mandataire ad hoc, c'est bien entendu de gérer, d'aider à la gestion de l'entreprise dans un contexte qui est forcément, je dirais, souvent conflictuel, avec des dettes de fournisseurs ou des conflits éventuellement avec des salariés. Dans le cadre d'une négociation qui a capoté, dans le cadre d'une médiation qui n'a pas bien fonctionné, et puis quelquefois pour accompagner techniquement le dirigeant parce qu'il n'y arrive plus. Alors, la durée du mandataire ad hoc, il n'y a pas de limite, mais elle est généralement, bien entendu, de 3 mois, et on a la possibilité de renouveler plusieurs fois cette mandature ad hoc par période de 3 mois. Alors, à la fin de la mission, le mandataire ad hoc rend un rapport de mission, et puis si le différend a été réglé, le président du tribunal de commerce peut rendre une ordonnance de constatation de l'accord. Alors, ça permet bien entendu d'officialiser cet accord qui a été obtenu par le mandataire ad hoc, et surtout de ne pas rouvrir le cas 3 jours après, quand le mandataire ad hoc est parti par un débiteur quelconque. Donc ça garantit, entre guillemets, la fin de la mandature ad hoc, et surtout la fin qui empêche de revenir sur ce cas, parce qu'à ce moment-là, je dirais, le dirigeant se retrouverait dans une situation plus que délicate. Alors, généralement, le mandat ad hoc se termine correctement, c'est-à-dire que la médiation a été faite, le conflit éventuel avec des fournisseurs a été réglé, et la plupart du temps, c'est une ordonnance de succès qui est prononcée. Si ce n'est pas le cas, bien entendu, il y aura la possibilité de basculer dans une autre procédure qui pourra être une procédure de type redressement judiciaire, qui là ira bien entendu beaucoup plus loin en termes d'impact sur l'entreprise. Mais généralement, ça doit correctement se terminer. Il est clair qu'on utilise le mandat ad hoc dans des situations où effectivement il n'y a pas quand même, je dirais, péril sur l'entreprise. Alors, on va passer maintenant à un chapitre supplémentaire qui est la conciliation. Alors, la conciliation est un élément également important des procédures dites collectives. La procédure de conciliation, même chose, c'est une procédure qui permet à une entreprise en difficulté de régler ces conflits avec principalement, je dirais, ses partenaires ou ses fournisseurs et ses créanciers dans un cadre plus protecteur que le mandat ad hoc, mais qui reste, comme avec le mandataire ad hoc, complètement confidentiel. Donc, c'est un petit peu, je dirais, la même chose que le mandat ad hoc, sauf que la conciliation apporte un élément encore plus protecteur que le mandat ad hoc. Alors, il suffit simplement, je dirais, de demander au tribunal de commerce, dans le cas où on n'est pas encore en cessation de paiement, d'avoir à bénéficier de cette procédure de conciliation. Alors, le tribunal de commerce va bien entendu choisir s'il accepte cette demande un conciliateur. L'intérêt de cette conciliation, c'est qu'elle est gratuite pour le dirigeant par rapport au mandataire ad hoc qui est lui payant. Même chose, on peut suggérer le nom d'un conciliateur en tant que dirigeant, mais si on n'en a pas, le tribunal de commerce va choisir quelqu'un qui, je dirais, connaît ce genre d'intervention et le fait au titre du tribunal de commerce.
Alors, les principales caractéristiques de cette procédure, c'est qu'elle dure 4 mois. Elle est prorogée d'un mois au plus, et donc il faut s'arrêter au bout de 6 mois. Et puis, je le répète, elle est complètement gratuite. Alors, en cas d'homologation, elle peut éventuellement être prolongée, mais ce n'est pas quelque chose, je dirais, qu'on constate la plupart du temps. Alors, il est clair qu'il faut que le problème soit clairement identifié au départ pour bénéficier de cette conciliation. Il ne faut pas qu'il y ait des antécédents de plusieurs années, parce que sinon, ça sera très difficile, je dirais, de régler le problème en 3 ou 4 mois. Mais si c'est quelque chose qui effectivement a surgi et puis sur lequel l'entreprise est bien entendu prête à négocier, et puis le créancier a tout intérêt à obtenir un accord plutôt que d'aller sur un redressement judiciaire qui verrait ses créances étalées sur 10 ans, la conciliation est vraiment, je dirais, quelque chose qu'il faut utiliser. Alors, l'utilisation principale, c'est quand il y a des conflits avec des bailleurs, c'est très clair. Quand il y a des loyers impayés, des choses comme ça, il faut à tout prix passer sur la conciliation. Et il y a tout intérêt, je me le répète, je vous le répète, à effectivement obtenir un accord qui va se répartir sur peut-être 2 ou 3 ans maximum, plutôt que d'aller en redressement judiciaire, où là, l'étalement de la dette va être de 10 ans. Alors, même chose, je répète, si effectivement il y a accord, on peut demander au tribunal de commerce d'homologuer cet accord pour ne pas avoir à réouvrir le cas éventuel sur quelqu'un qui reviendrait sur cet accord. Donc, on va poursuivre le redressement maintenant et la liquidation judiciaire. Alors, le redressement ou la liquidation judiciaire sont des procédures qui sont de même nature. Alors, il y en a bien entendu une qui consiste, la première, redressement judiciaire, à continuer à fonctionner avec l'entreprise, alors que la liquidation judiciaire signifie la fin de l'entreprise et son arrêt en termes de fonctionnement et en termes d'activité. Alors, le redressement judiciaire, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre quand, effectivement, la cessation de paiement est effective. Alors, la cessation de paiement, c'est quelque chose qu'il est extrêmement difficile de déterminer de manière objective. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'effectivement, on peut être en cessation de paiement le 15 du mois et puis toucher un gros chèque d'un chantier et ne plus être en cessation de paiement le 20 du mois. Donc, il faut avoir, je dirais, un constat très clair de son expert comptable et puis, bien entendu, surtout avoir une visibilité à plusieurs mois qui fait qu'il est quasiment impossible de régler les dettes qu'on est en train d'accumuler et qu'il vaut mieux, bien entendu, à un moment donné, dire stop, donc de mettre un moratoire sur l'ensemble des dettes à ce moment T, et puis les répartir sur une période de 10 ans, tout en continuant, bien entendu, à gérer son entreprise. Donc, il faut assumer le paiement de ses dettes sur 10 ans, en même temps, je dirais que l'entreprise continuerait de réaliser ses activités journalières. Donc, cette période va être déclenchée à partir du moment où la personne, donc le dirigeant, va solliciter auprès du tribunal de commerce cette demande. Alors, bien entendu, cette demande de redressement judiciaire peut également venir d'un créancier qui, je dirais, ne voyant pas la résolution de ses problèmes, demande au tribunal de commerce d'intervenir sur cette société et de la mettre dans une situation où effectivement elle serait obligée d'étaler ses dettes et de déclarer sa cessation de paiement. Mais comme toujours, il vaut mieux que ce soit le dirigeant de l'entreprise qui va se déclarer en redressement judiciaire qui le demande auprès du tribunal de commerce. Il vaut mieux avoir la main sur son avenir plutôt que d'être contraint par quelqu'un d'autre. Alors, normalement, on a un délai de 45 jours après la date du cessation de paiement, après la date, je dirais, supposée de cessation de paiement pour effectivement demander cette procédure
de redressement judiciaire. Alors, elle peut aussi être demandée par des organismes d'État, l'URSSAF qui n'est plus payé, des choses comme ça. Alors, à ce moment-là, le tribunal va statuer sur un dossier qui est extrêmement simple, je dirais, à constituer. Et à partir de là, si il y a la possibilité, bien entendu, de poursuivre l'entreprise sur une période, après cette période de gel des dettes et de répartition sur 10 ans, on va prononcer un jugement au niveau du tribunal de commerce, et puis on va avoir la nomination d'un mandataire judiciaire, et ce mandataire judiciaire va traiter en fait la période d'observation qui est de 6 mois, renouvelable 3 fois, au maximum pour 18 mois. Et à chaque fois, à la fin de ces 6 mois, le dirigeant, son mandataire et quelquefois son comptable sont convoqués pour dire comment se passe la période. Est-ce que le plan de répartition des créances sur 10 ans est accepté et respecté en plus, c'est-à-dire qu'il paie bien ses dettes réparties en fonction de son échéancier. Et sinon, bien entendu, quelquefois, on va mettre la fin à cette période-là et on va passer en liquidation judiciaire. On le traitera tout à l'heure, mais sachez que c'est une éventualité. Alors, pendant ce temps-là, en redressement judiciaire, l'entreprise poursuit son activité. Le dirigeant est toujours aux commandes. Il a bien entendu bloqué son compte bancaire et changé de banque parce qu'il n'y a plus aucune créance qui est, comme dans la procédure de sauvegarde, exécutée, payée par lui à la date du jugement. Il n'y a que les nouvelles, je dirais, activités qui s'exécutent après et qui sont bien entendu réalisées par ces soins, mais sur une autre banque. Donc, le plan d'appurement est établi avec les dettes des créanciers sur une période de 10 ans, et c'est le mandataire judiciaire qui exécute, je dirais, la répartition de ces paiements sur une durée de 10 ans, 160 mois. Et c'est lui qui procède, je dirais, au respect de l'échéancier, bien entendu. Alors, la clôture de la procédure, au bout de 6 mois, ou au bout de 12 mois, ou au bout de 18 mois, fait que si ce plan est bien respecté, on a ce qu'on appelle l'apuration du plan. Et à partir de là, le mandataire judiciaire va laisser l'entreprise se débrouiller toute seule et le plan s'exécuter jusqu'à la période de fin des 10 ans, ou avant, si l'entreprise est capable d'honorer, je dirais, le règlement de ses dettes par anticipation. OK ? Alors, à tout moment, comme je vous ai dit, on peut bien entendu réouvrir ce plan de redressement judiciaire et puis de basculer, hélas, en liquidation judiciaire s'il y a non-respect du plan du relation. Alors, je le disais tout à l'heure, le mandataire judiciaire facture ses services environ 3 000, mais pour des petites entreprises, il y a eu quelque chose, je dirais, de prononcé dernièrement pour limiter ces montants à, je dirais, 1 500 €, mais c'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas entièrement, je dirais, définitif. Donc, je dirais qu'il faut plutôt parler de 3 000 € pour cette procédure que, bien entendu, le dirigeant va payer. Alors, on va passer à la liquidation judiciaire. Alors, la liquidation judiciaire est soit demandée directement par le dirigeant. Au lieu de demander un redressement judiciaire, il va demander directement une liquidation. À ce moment-là, ben, l'entreprise, quand on prononce la liquidation judiciaire, va être stoppée, arrêtée. Il n'y a plus aucune activité et le mandataire judiciaire va exécuter la procédure de liquidation judiciaire. Donc, il va prendre en compte, bien entendu, l'ensemble de l'actif de la société, l'ensemble du passif, et il va commencer, bien entendu, à payer les créanciers suivant des hiérarchies qui sont fixées, je dirais, par jurisprudence la plupart du temps. Et bien entendu, certaines dettes d'État passent éventuellement avant des dettes fournisseurs, mais ça, c'est le mandataire judiciaire qui va exécuter, je dirais, cette chose-là. Alors, sachez que dans un certain nombre de cas, quand le
dirigeant a contracté des prêts sur lesquels il est caution personnelle, on peut très bien avoir, malgré cette liquidation judiciaire, l'obligation de respecter, je dirais, le paiement de ses créances, même après liquidation, ce qui fait qu'il les doit sur ses fonds propres ou ce qui va lui rester derrière quand il redémarre une activité ou s'il devient salarié. Alors, bien entendu, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à gérer. On ne va pas trop rentrer, je dirais, dans le détail de cette répartition des créances. Sachez simplement que il est souhaitable, quand c'est prononcé, de s'occuper tout de suite du dirigeant d'entreprise pour l'aider à rebondir. On verra tout à l'heure qu'on a la possibilité de faire rebondir ce dirigeant et il ne faut pas attendre, il faut tout de suite déclarer cette opération, enfin déclencher cette opération auprès de lui. Alors, comme dans la procédure de sauvegarde, sur des entreprises qui sont des petites entreprises avec un nombre de salariés limité de 1 à 5, moins de 750 000 €, on a la possibilité de faire une procédure de liquidation simplifiée. Alors, même chose, cette liquidation simplifiée va être principalement réduite en durée, c'est-à-dire qu'une liquidation peut très bien s'étendre sur 1 ou 2 ou 3 ans. Une liquidation simplifiée va prendre beaucoup moins de temps, c'est-à-dire qu'on va clore cette liquidation, donc on va prononcer, je dirais, un jugement de fin de liquidation dans un délai beaucoup plus court qu'une liquidation, je dirais, normale. Alors, même chose, il faut quand même qu'il n'y ait pas trop de contentieux au moment de cette liquidation, mais dans le cas de petites entreprises, c'est généralement très rapidement, je dirais, réalisé. Alors là, bien entendu, comme je vous disais, l'actif, s'il n'est pas disponible sous forme de cash, ça peut être bien entendu du matériel, des choses comme ça. C'est bien entendu le mandataire judiciaire qui va procéder à la vente des actifs, la plupart du temps d'ailleurs aux enchères, directement dans l'entreprise. Alors, même chose quand il y a des salaires. Les salaires vont être payés par une agence qui s'appelle l'AGS, si bien entendu l'actif de l'entreprise ne peut pas payer les salaires des salariés qui sont à ce moment-là. La liquidation, bien entendu, va automatiquement entraîner le licenciement des salariés encore dans cette entreprise à l'instant de la liquidation. Et c'est quelque chose qui est entièrement réalisé par le mandataire judiciaire, c'est-à-dire que le dirigeant n'a plus du tout la main sur la gestion de son entreprise, contrairement à la sauvegarde et au redressement judiciaire. Voilà en gros. Alors, généralement, dans une procédure simplifiée, le délai est de 3 mois, mais bien entendu, ça peut quand même aller au-delà de ces 3 mois. Mais de toute façon, ça sera forcément plus court que la liquidation normale qui, elle, peut prendre 1 ou quelques années. S'il faut vendre un bâtiment, par exemple, il faudra attendre que le bâtiment soit vendu pour qu'effectivement la procédure soit clôturée. Je vous engage à regarder, bien entendu, le détail de toutes ces procédures demandées. Le document pour aller demander ce redressement ou cette liquidation, vous les avez ici dans le fichier. J'en ai un qui est rempli juste pour vous montrer qu'effectivement, ce n'est pas compliqué, sauf qu'il faut avoir des éléments qui, hélas, la plupart du temps, proviennent du comptable, qui lui, dans un certain nombre de cas, n'a pas été payé, et vous vous trouvez face à des choses qui sont effectivement très difficiles à retrouver. Mais bon, la liquidation, le mandataire s'en occupe après. Alors, on va partir au dernier chapitre, qui est effectivement la synthèse des procédures. Alors, vous allez pouvoir effectivement voir très rapidement ici, sur ce tableau synthétique, quelles sont les procédures judiciaires, donc la sauvegarde, la conciliation, le mandataire ad hoc, et les caractéristiques de ces procédures qui sont effectivement montrées l'une à l'autre, l'initiative, les compétences, l'objectif. Donc, c'est intéressant d'avoir un seul coup d'œil sur la compréhension
de ces procédures. Alors, ces procédures sont extrêmement, je dirais, détaillées. Elles peuvent être extrêmement difficiles à comprendre dans un certain nombre de termes, mais même chose en termes d'activité en tant que conseiller GPA. Une fois que la procédure est engagée auprès du tribunal de commerce et que vous avez fait l'accompagnement du dirigeant, eh bien, votre rôle va s'arrêter, puisque de toute façon, c'est le mandataire judiciaire qui va prendre après l'ensemble, je dirais, des activités derrière derrière cette activité, je dirais, enfin, cette décision pardon, de justice. Hein. Donc, on verra plus tard le rebond du dirigeant, parce que c'est quelque chose qu'il faudra effectivement regarder. Et alors, je reviens quand même un tout petit peu sur le redressement et la liquidation judiciaire. Alors, bien entendu, plutôt sur la liquidation judiciaire. D'ailleurs, le redressement est quelque chose qui quand même se passe assez bien, je dirais, dans la plupart des entreprises. Sachez par contre que la liquidation judiciaire est un traumatisme. Alors, c'est un traumatisme pour un certain nombre de dirigeants et il est clair qu'on peut avoir à ce moment-là des réactions je dirais, psychologique naturel hein, du dirigeant qui perd son entreprise, qui voit éventuellement, je dirais, ses biens exposés si les dettes de l'entreprise sont au-delà, je dirais, des actifs que le mandataire judiciaire va pouvoir activer. Donc, sachez qu'il va falloir être très conscient qu'il y a un risque on va prononcer le terme hein, de risque suicidaire du dirigeant, et que là, il ne faut pas hésiter à aller demander impérativement le support de psychologues qui connaissent bien via l'association APESA qui existe dans la plupart des départements. Donc, dans le 06, par exemple, il y a une association APESA. On est, certains d'entre nous conseillers, formés ce qu'on appelle Sentinelle APESA. Donc, on a la possibilité de déclarer une alerte APESA. Ça s'appelle une alerte sentinelle APESA. Bien entendu, il faut que le dirigeant soit conscient de cette demande. Il l'accepte, c'est-à-dire que vous lui proposez en disant est-ce que vous voulez un appui psychologique? Est-ce que vous sentez le besoin de ça? Ça peut énormément vous aider. Il y a des gens qui ont les mots et les paroles choisies. Donc, n'hésitez pas à faire cette demande d'APESA auprès de cette association. L'autre point important, c'est qu'une fois que l'entreprise est liquidée, que vous avez éventuellement accompagné le dirigeant au tribunal de commerce, c'est un soutien psychologique non négligeable. Vous avez la possibilité d'aller lui proposer de rentrer dans un processus géré par l'association de rebond qui s'appelle 60 000 rebonds, avec qui nous avons, même chose, des partenariats. Et si ce dirigeant est d'accord, vous allez, même chose, ouvrir auprès de l'association 60 000 rebonds une fiche de rebond pour ce dirigeant. Et ce dirigeant va être pris en charge par des personnes dans cette association qui vont lui permettre de préparer, je dirais, son rebond. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire sur la formation dite procédure. On verra une autre formation plus tard qui s'appelle les acteurs, c'est-à-dire aller voir bien entendu toutes les activités qui tournent, et surtout de ceux qui les gèrent, qui tournent autour de ces procédures de sauvegarde d'entreprise. Donc je vous souhaite de poursuivre bien entendu cette formation par ce prochain module qu'il faut suivre bien entendu en séquence. Je vous souhaite une bonne soirée pour certains d'entre vous, une bonne matinée pour d'autres, et à bientôt sur le module numéro 6.